Alors oui, bonjour les gars, donc il n'y a pas d'événement, c'est juste le meeting Mélenchon. Donc je vous laisse regarder. Sont dehors et je veux leur dire combien nous comprenons tous ici, nous qui sommes dedans, ce que leur présence comme la vôtre signifie. Vous n'êtes pas là pour me voir, mais pour démontrer l'existence d'une force, d'une volonté collective, populaire, mixte, tout ce que vous voudrez. Et je crois que je ne mérite pas tous les compliments qui m'ont été adressés. Et certainement pas celui d'être Prométhée, parce que, comme l'a dit ma voisine, le mythe à la fin. Mais enfin, je lui disais aussi qu'on trouve dans une pièce du 5e siècle avant notre ère, c'est Échille, je crois, et qui fait dire à Prométhée, pardon pour ceux que je choque, ce n'est qu'une citation, je hais les dieux. Et Prométhée a donné le feu à l'humanité, et à partir de là, la possibilité d'exister par elle-même. Mais dans la vision qu'on en a ensuite, bien cette liberté, cette capacité extraordinaire qu'ont acquis les êtres humains par leur intelligence à s'installer dans l'histoire, eh bien, leur donne la responsabilité absolue, non seulement de leur personne, mais de l'histoire elle-même. Et c'est eux qui sont les inventeurs et les fabricants du mal et du bien. Si bien que nous sommes, peut-être parce que nous sommes les enfants de Prométhée intellectuellement, responsables de l'histoire, et c'est ce qui nous amène à nous retrouver dans une réunion un dimanche comme celui-ci. On m'a dit, ah mais par quoi commencerez-vous? Ben, je ferai comme je l'ai fait chaque fois, je parlerai en votre nom pour dire notre amour, notre solidarité, notre fraternité avec les malheureux Palestiniens qui continuent à être bombardés jour et nuit, en dépit d'un cessez-le-feu qui, paraît-il, devait les en protéger. Mais j'y ajoute une pensée et une menace qui, cette fois-ci, est destinée à l'armée la plus immorale du monde, qui, hier encore, a bombardé des positions dans l'État libre du Liban, autonome et indépendant, et est accusée aujourd'hui par les casques bleus de leur avoir tiré dessus, alors que, comme vous le savez, leurs consignes leur interdisent la riposte. Comme nous avons 700 de nos compatriotes sous uniforme et sous casque bleu, je veux dire que nous autres tous ici, à cette heure, nous voulons marquer de la manière la plus claire qui soit notre entière solidarité avec eux, en les remerciant pour le travail qu'ils essayent de faire au péril de leur vie et dans des conditions qui sont considérées comme perdues d'avance par la plupart de ceux qui n'auraient pas le courage d'y aller. On m'a dit, vous allez à jouer les tours. Allez. Terrain conquis. Pardon? J'ai compris. Vous y allez à Saint-Pierre-des-Corps parce que vous avez fait 39% aux élections présidentielles? Non. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que nous avons regardé où ma présence pouvait être utile pour mettre le doigt sur quelque chose qui fasse très mal à nos adversaires. Tous nos adversaires. Qui fasse très mal à ceux qui parlent si haut, si fort contre le peuple. À ceux qui se croient toujours investis de je ne sais quelle mission, qui font qu'après avoir saccagé les finances publiques, c'est à nous qu'ils viennent en faire le reproche, alors même que nous n'avons jamais gouverné le pays. À tous, je dis, voici votre bilan. Une ville honnête composée de braves gens avec 23% de taux de pauvreté. Voilà le résultat de vos politiques. Dans la 7e puissance économique du monde. Dans la 2e puissance économique de l'Europe. Voilà ce que vous avez fait d'un peuple qui s'était frayé un chemin vers le progrès social, vers le mieux vivre, vers le partage. Vous en avez fait une cohue de pauvres. Et dites-vous bien, tous qui m'écoutez dans cette salle, mais aussi qui suivaient en direct sur nos propres réseaux et sur les 3 chaînes de télévision qui ont décidé, je les en remercie, de retransmettre à cet instant une partie ou la totalité de mon discours. Dites-vous bien que de pauvreté et de malheur, vous êtes tous menacés si vous laissez continuer cette politique. Vous en êtes tous menacés et peut-être que vous n'en prenez pas
complètement la mesure. Savez-vous seulement qu'être pauvre, ce n'est pas seulement manquer des moyens de s'offrir une Rolex. Être pauvre, c'est supporter la solitude, les privations, de manger, de se divertir, de fréquenter, d'aller et de venir. Et que la pauvreté, c'est tout un mode de vie fait de privation. Que la pauvreté, c'est souvent la solitude obligée. La pauvreté, c'est un Français sur 4 qui ne se soigne pas. C'est 200 000 coupures de courant en 2024, 900 000 réductions en 2025. C'est l'insécurité pour 25 000 personnes qui ont été expulsées de leur logement. Et nous avons entendu un ministre macroniste dire l'air fier, comme s'il avait accompli un exploit. Oui, c'est vrai, il y en a davantage qui sont expulsés, et il a dit « j'assume ». Eh bien nous te maudissons pour ce que tu as fait. Nous te maudissons pour la souffrance que tu as imposée à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes, séparés, chassés, humiliés, à cause de vous, maudits, puissants de la terre, qui avaient tous les pouvoirs, tandis que les plus hommes n'en ont aucun, sauf ceux de la solidarité et de la lutte. Et c'est un monde qui se resserre autour des jeunes esprits. Oui, autour des jeunes esprits, parce qu'étant les plus neufs et les plus récents, ayant vécu dans l'émerveillement de l'existence qui est celui, souvent, de la première enfance auprès de ses parents aimants, soudain on découvre que le monde est fait d'autre chose. Et dans cette autre chose, un jeune sur 5 souffre de dépression. Et les tentatives de suicide ont augmenté de 50% depuis le 2017 dans la jeune génération. Ne croyez pas que ce soit le sort commun, quand bien même vous observez que partout en Europe, qui était autrefois la première puissance du monde, le premier PIB du monde, la première zone d'accumulation de richesses, qu'est-il resté de cela à cette heure? Voici qui nous sommes tous les Français, dans ce que nous avons nous-mêmes créé et à qui nous avons refusé en 2005, à juste titre, qu'on inscrive dans une constitution que dorénavant, en Europe, ce serait le règne de la concurrence libre et non faussée, dont nous savions tous très bien que ce serait d'abord le carnage des délocalisations, et ensuite la concurrence libre et non faussée entre les individus eux-mêmes, puisqu'on en est arrivé maintenant aux travailleurs détachés, qui sont des délocalisations à domicile quand viennent des gens de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie, et dont les charges sont payées dans ces pays là-bas, et dont les cotisations sont payées dans ces pays là-bas, et non pas ici, et qui viennent à domicile être moins payés que les ouvriers et les ouvrières qui se trouvent ici, dans le bâtiment, dans la récolte agricole, etc., etc. Tant et si bien qu'à la fin, nous autres Français, nous sommes le pays d'Europe où la pauvreté a le plus augmenté depuis 2017, c'est-à-dire depuis que nous avons commis l'erreur immense d'élire quelqu'un pour qui la valeur suprême de l'existence est l'argent. Nous sommes le pays d'Europe où on se soigne le moins parce qu'on ne peut pas payer, ou dit autrement, celui où les besoins de santé non satisfaits, c'est écrit comme ça dans ma fiche, pour des raisons financières, ont le plus augmenté depuis 2017. Nous sommes le deuxième pays d'Europe où le nombre de personnes vivant dans un logement insalubre a le plus augmenté depuis 2017. Nous sommes le deuxième pays d'Europe où le nombre de personnes vivant dans une passoire thermique a le plus augmenté depuis 2017. Je vous ai donné tous ces chiffres. Et maintenant, je vous parle d'autre chose. Au même sujet. C'est le regard de mépris qui se porte sur les plus pauvres, sur ceux qui sont le plus en difficulté. Quand vous avez un président de la République qui vous dit que dans un hall de gare, on croise ceux dont la vie a été une réussite et les autres qui ne sont rien. Rien. Avant, au moins, la droite disait que nous étions des gens de peu. Voici que nous sommes des gens de rien. Rien. Non.
Chaque personne qui est là, celui-ci, celle-là, chacun a sa contribution, chacun a le droit, à l'espoir, à la volonté de participer au bien commun. Nous n'en connaissons pas qui ne le veuillent pas et qui renoncent à sa dignité. Voici la vérité, mais vous connaissez comme moi, vous autres qui êtes dans cette salle et qui à cet instant m'entendez, comme si je ne parlais qu'à elle, à lui. Vous les connaissez, les donneurs de leçons, qui vous regardent de haut, et qui, jugeant d'après votre vêture, ou bien vos chaussures, ou bien peut-être votre manière d'être coiffé, que vous êtes ceci ou cela. Vous souvenez-vous de cette phrase que pour ma part j'ai entendue avec une douleur suffisante pour que je m'en souvienne 2 ans après? C'était une chroniqueuse qui disait, à propos de quelqu'un qui annonçait femme solo, maman solo, comme il y en a désormais beaucoup, parce que c'est aussi une des formes de famille de notre pays, qui doit se regarder avec la bienveillance que l'on doit à toute forme de famille, sans porter de jugement sur les êtres qui vivent de cette façon ou de celle-là, et pensant seulement que dans chacune de situations, il n'est question que d'amour et de rien d'autre. Alors pourquoi mériter cette phrase disant « Mais comment cette femme fait-elle pour se retrouver en difficulté avec 2 enfants? Elle est au SMIC. Mais qu'a-t-elle fait pour se retrouver au SMIC? Retrouver au SMIC? Mais 3 millions de personnes, 4 millions de personnes sont au SMIC et c'est leur salaire. Ils ne se retrouvent pas au SMIC. Ils sont payés au SMIC. Alors dites, comment se fait-il qu'on n'augmente pas le SMIC pour qu'on ne soit pas dans une situation difficile lorsqu'on a la charge de 2 enfants? Voilà la façon de dire les choses, qui n'est pas faite de mépris. Et cette même femme disait, à propos de l'autre, au SMIC, avec ses 2 enfants, a-t-elle bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis, écoutez les filles, écoutez. Et puis, si on est au SMIC, eh bien, il ne faut peut-être pas non plus divorcer dans ces cas-là. Et ça, c'était sur une chaîne de télé, une chroniqueuse qui est toujours sur une chaîne de télé, elle s'appelle Julie Graziani, il faut rendre hommage à la clarté de son point de vue, mais au moins que nous connaissions son nom, et on peut la voir sur Paris Première. Elle participe à un mensuel d'extrême droite. Vous huez, mes amis, mais le vrai problème qui se pose, ce n'est pas cette femme. Des sots et des sottes, on en a toujours vu. Des méprisants aussi, mais ce qui est devenu préoccupant, c'est qu'il y en ait autant, et partout, en train de parler du matin au soir, avec mépris des autres. Voilà le problème qui est posé à la France. Et nous voyons bien que nous cheminons vers un moment où le peuple français aura à choisir entre les 2 voies qui se présentent à lui. Ou bien vivre dans l'unité sans laquelle il n'y a pas de peuple français ni de nation française. L'unité, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble et sans cesse de se préoccuper des autres, d'avoir une constitution, d'avoir des droits sociaux qui, sans être parfaits, du moins, nous font avancer tous vers l'idéal qui est en chacun à égalité avec les autres. Nous soyons les auteurs d'une œuvre d'art que serait notre propre vie, parce que nous ne passerions pas notre temps à la démêler dans une lutte pour la survie. Ou bien se haïr et se détester, détester les uns, les autres, appeler chacun à maudire l'étranger qui est à côté de nous, en oubliant qu'un de nos grands-parents, pour chacun d'entre vous sur 3, 1, 2, 3, toi, 1, 2, 3, toi, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, chacun d'entre nous, 1 sur 3, a un ancêtre étranger. Et si vous montez une génération d'avant, ce sera davantage. Eh bien, telle est la nouvelle France, peuplée de ce jeune peuple français, je veux dire nouveau,
qui pousse pour prendre sa part au soleil du bien commun. Cette France est celle des femmes qui n'avaient pas les droits auxquels dorénavant elles peuvent prétendre pour en préparer d'autres, de nouveaux, qui nous conduisent vers l'égalité. Lorsqu'en 1958 fut créée la Constitution de la Ve République, c'est aussi une nouvelle France. C'est une nouvelle France que celle de notre jeunesse, qui n'aura connu que cette ambiance de décadence qui l'entoure et de peur face au futur dont on annonce avec certitude qu'il sera un monde entièrement nouveau, parce que le changement climatique qui est inéluctable, qui a commencé et qui ne peut plus être arrêté, soulèvera devant les futures générations des défis qu'aucune autre et aucun d'entre nous ici n'a encore jamais connus. Alors elle s'inquiète, mais regardez comment déjà elle fait preuve d'un tempérament révolutionnaire. Quand je vois ces jeunes gens bien nantis par l'existence et dont les parents ont fait les sacrifices suffisants pour cela, se retrouvent à être titulaires de grands diplômes. Et que disent-ils? Nous sommes heureux d'avoir ce grand diplôme d'agriculture, mais nous vous prévenons, l'agriculture à laquelle vous pensez, nous ne la ferons pas, car elle détruit tout. Ces jeunes ingénieurs, filles et garçons, qui disent « Nous sommes heureux d'avoir ce diplôme qui nous permet de faire tant de choses », mais nous vous prévenons, nous ne ferons pas ce à quoi vous êtes habitués, parce que nous ne croyons pas à ce monde. Alors nous ici, de toute génération, nous sommes cette flamme intacte qui dit « Nous ne croyons pas aux valeurs de ce monde, nous ne croyons pas aux puissants qui les dirigent, nous croyons que nous pouvons tout changer de fond en comble et faire un monde neuf, beau, propre, avec un soleil qui se lève pour tout le monde. Voilà ce que nous voulons. Et voilà ce dont nous portons témoignage par notre rassemblement aujourd'hui. Alors, sont-ce des paroles excessives? Alors que tous les autres se distinguent par leur modération? Eh bien oui, prononcée par, paraît-il, la personne la plus détestée de France. Ce qui va, j'en suis sûr, faire un jaloux qui a beaucoup travaillé pour ce poste, qu'est le président de la République. Mais quand je vous vois, je me dis, ces gens sont bien singuliers de venir jusqu'à moi, puisqu'il paraît que je suis aussi infréquentable. Eh bien, ce sont des malédictions qui me réjouissent, car je ne tiens pas compte de ce qui est dit, mais de qui le dit. Et alors, ça me remplit d'allégresse. J'ai parlé des leçons de morale. Suis-je en train de vous parler d'un pays qui aurait été dévasté par la guerre, comme le nôtre le fut? Non, je vous parle d'un pays fort, riche, jamais aussi riche de toute son histoire. Un pays où les 500 premières fortunes ont doublé tout ce qu'ils ont en l'espace de 10 ans. Comme vous d'ailleurs, vos salaires ont doublé, n'est-ce pas? Le nombre de vos maisons aussi. Et combien d'autres choses? Leur fortune a doublé. Qui sont-ils pour penser qu'ils pourraient en jouir sans que cela finisse par se remarquer, que les uns ont tout et les autres rien? Où se croient-ils? Couchés sur leur magot, les oncles Picsou qui se baignent dans les pièces. Où se croient-ils? Ceci est la France, le pays de la grande révolution de 1789. Un pays qui a une passion de l'égalité telle que dans ses phrases les plus courantes, on la retrouve quand vous dites à quelqu'un à qui vous voulez reprocher quelque chose, par exemple de s'être mal garé ou d'être passé devant vous dans la file, à qui vous direz « Ah bah, ça irait bien si tout le monde faisait comme vous ». Ce qui signifie que ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. Et ce qui est mal, seulement ce qui est réservé à quelques-uns. C'est un peu excessif, convenons-en. Mais ça dit tellement de choses de notre peuple. Tout notre peuple, quel que soit le lieu d'origine de son grand-parent. Car voyez-vous, pauvres puissants, il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est que tous ceux qui sont venus ici pour nous aider à faire la richesse et la prospérité de ce pays ont une caractéristique. Ils sont les enfants, les petits-enfants
de peuples qui ont été vainqueurs dans la lutte contre le colonialisme et qui ont donc commencé à penser dans les termes de l'égalité. Et leurs enfants, comme les nôtres, ont appris de l'histoire qu'aucun maître ne mérite de diriger s'il n'en a le mérite, et que ce ne peut être une faveur qu'on trouve dans son berceau après s'être donné le mal seulement de sucer son biberon, que c'est par le combat de la vie, par les actes que l'on pose pour se rendre meilleur et rendre le monde qui nous entoure meilleur, par l'amour que l'on donne, que l'on se distingue et que l'on mérite. Et que se retournant sur soi-même et regardant sa vie, on se dit qu'elle a été réussie ou pas, selon qu'on y est parvenu plus ou moins, et non pour les fortunes qu'on aura amassées, les gloires et les vanités qu'on aura empilées et qui se dispersent comme feuilles au vent au premier souffle de la difficulté. Telle est la vie. Voici ce que nous avons tous appris, nous autres qui sommes le peuple, qui venons du peuple et qui ne demandons aucune autre dignité que d'être reconnus comme le peuple. Alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure de ces richesses accumulées, d'où viennent les leçons de morale? Combien de fois disent-ils, notre système est généreux? Pardon, c'est nous qui sommes généreux, nous qui payons. Ceux qui disent, eh bien, aucun système social n'est aussi favorable. En effet, mais pourquoi? Parce que le syndicalisme ouvrier y a pourvu. La sécurité sociale n'est pas une invention de votre bienfaisance, c'est une lutte qui a été arrachée par les travailleurs à la libération et qui d'abord était gérée exclusivement par le syndicat CGT, figurez-vous, qui tenait lui-même tout seul les caisses pour arriver à les faire fonctionner jusqu'au point où nous sommes. Le point où nous sommes et pourquoi nous défendrons la sécurité sociale bec et ongle toute notre vie. Pourquoi nous défendrons le système par répartition? Parce qu'il signifie que toutes les générations vont comme ça. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est le miroir du collectivisme auquel nous aspirons. La sécurité sociale dit à chacun selon ses moyens, mais à chacun ensuite selon ses besoins, pour être soigné et devant les difficultés de la vie. La sécurité sociale dessine l'idéal du monde auquel nous aspirons, où chacun contribue et où chacun reçoit selon les besoins que l'existence lui a fait connaître. Voilà pourquoi nous y sommes attachés comme ça. Et ceux qui, à la faveur de complicités diverses, d'un conclave ici négocié ne servant à rien, puis d'une censure non votée permettant ensuite toutes les hypocrisies, disent que de nouveau il faudrait discuter à une vision globale, c'est-à-dire à la retraite par points. Alors la retraite par points, je n'ai pas l'intention de vous l'expliquer, pour la raison que ça prendrait du temps, et surtout que ce n'est pas explicable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le bon moment, parce que comme il y a une crise financière mondiale qui s'avance, d'ici quelques mois, eh bien, compte tenu de cette crise, tous ceux qui auront des retraites par capitalisation n'auront plus rien, comme la dernière fois, en 2008, aux États-Unis d'Amérique. Mais surtout, à tous ceux qui nous disent « la retraite à points, voilà la bonne idée, vous partez à la retraite quand vous voulez ». D'accord? Alors vous partez avec 0 €, mais vous avez le droit. C'est pas beau ça? C'est la liberté, non? Ou bien avec une pièce. À mon arrière-grand-père qui travaillait chez Sénéclose, à Oran. On lui a dit, Barnabé, tu peux partir, il avait 76 ans. On te donnera ta bouteille chaque semaine. Voilà, mesdames et messieurs, de quelle malédiction nous nous relevons grâce à la conquête du mouvement ouvrier et grâce au collectivisme. Nous ne voulons plus de vos bontés, nous voulons de nos droits, nous voulons de nos cotisations, et nous ne sommes généreux que d'une chose, la camaraderie, la fraternité de tous ceux qui cotisent pour qu'ensuite on puisse avoir ce dont on a besoin. Et les leçons de morale, vous vous les gardez, parce que vous êtes un ramassis de menteurs. Répondez à ce monsieur qui se pose la question tellement fort que je l'entends jusque dans ma tête. 56 sur BFM TV, on vient d'entendre 15h56 sur BFM TV, on vient d'entendre donc Jean-Luc Mélenchon en meeting à Saint-Pierre-des-Corps, Léopold Haudebert.
Il a commencé longuement cette figure de la France insoumise par dresser le portrait d'une France pauvre, en très mauvais état, très abîmée.